TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les 60 ans de la BCEAO, un symposium économique sur les banques centrales dans un monde en mutation s'est ouvert ce jeudi à Dakar. Les précisions tout à l'heure dans ce journal. RDC, Rwanda, un cessez-le-feu trouvé entre les deux pays. Il entre en vigueur dès demain, vendredi. Les armes devront se taire pour donner une chance à la paix. Il est togolais, cinéaste et photographe. Do Kokou expose ses œuvres depuis ce matin à la bibliothèque de l'Université de Lomé, et ce jusqu'au 16 décembre prochain. Des images témoins de l'époque coloniale, une expo réconciliation des mémoires. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Et direction d'abord Dakar, la BCEAO a 60 ans et ça se fête là, dans la capitale sénégalaise. Un jubilé de diamant marqué par un symposium économique sous le thème « Les banques centrales dans un monde en mutation ». Ouverture des travaux ce jeudi sur place, Germain Mlangani, Mathias Tourlouf. Ambiance des grands jours au Centre international de conférence Abdou Diouf Sika de Dakar. La BCEAO fête ses 60 ans. Mai 1962, novembre 2022, un jubilé en léger différé pour célébrer l'intégration monétaire sous-régionale. Plus qu'une nécessité, c'est désormais une urgence, ce symposium pour repenser les solutions monétaires avec la communauté scientifique. Thème choisi, les banques centrales dans un monde en mutation. Un thème révélateur, un thème qui interpelle plus d'un aujourd'hui. Comment ne pas s'interroger sur la transmission de la politique monétaire, sur le contrôle prudentiel et les implications du nouveau paysage des paiements qui se dessine à grands traits, sur la nécessaire coordination entre les politiques monétaires et budgétaires dans ce contexte inflationniste et incertain. Comment entrevoir la régulation et la supervision dans un tel environnement? Comment stimuler davantage un financement sain des économies pour tous les acteurs et accroître ainsi l'inclusion financière. Même préoccupation pour son prédécesseur Tiemoko Melekone, qui aussi est revenu sur les urgences actuelles pour le secteur face aux mutations dans l'univers de la monnaie. Le Premier ministre de la République du Sénégal s'est lui aussi inscrit dans la même dynamique, celle de se tourner résolument vers les solutions durables pour maintenir la stabilité macroéconomique de la sous-région sans pour autant oublier les demandes sociales, une priorité de tous les gouvernements de l'Union aujourd'hui face aux situations inflationnistes généralisées. Pour Sani Yaya, président du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UEMOA, la Banque centrale, vu les résultats déjà enregistrés face aux différents chocs exogènes, est dans la bonne dynamique. Ce symposium se passe dans un contexte de bouleversement au plan mondial avec de différentes crises, notamment la crise sanitaire et la crise géopolitique, les tensions géopolitiques au plan international, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et aussi, bien sûr, les menaces sécuritaires dans la sous-région. Et cela constitue des défis. En plus de cela, s'ajoutent les tensions inflationnistes et le resserrement des conditions financières sur les marchés des capitaux. Les banques centrales sont appelées à jouer donc un rôle dans ce contexte pour soutenir bien sûr le développement et la croissance durable de nos États, mais tout en continuant à veiller à la stabilité monétaire et financière. Il y a aussi les défis liés aux avancées technologiques qui constituent aussi des opportunités pour le financement de nos économies. Mais les banques centrales sont appelées à
échanger sur ces avancées qui sont destinées à booster le financement de nos économies et à trouver donc les moyens pour accompagner tous ces changements au niveau de la technologie, de la crypto-monnaie et du digital et du numérique dans le financement de nos économies. Pour rappel, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, jouit du privilège exclusif de l'émission monétaire sur l'ensemble des États membres de l'Union. Et voilà, la BCEAO et bien d'autres leaders de l'industrie financière attendus à Lomé la semaine prochaine. Ce sera pour le deuxième sommet annuel, la FIS 2022, mais le premier en présentiel prévu pour les 28 et 29 novembre. En première ligne aussi, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Son président, vous allez l'entendre, se réjouit de l'événement. La FIS 2022 se tient à Lomé, en République togolaise, et cet événement est heureux. Il est heureux que cet événement se tienne ici, d'abord pour des raisons historiques. Historiquement, vous savez qu'à Lomé, vous avez un certain nombre de sièges de grandes banques, notamment la Banque ouest-africaine de développement, nos frères de la BIDC de l'autre côté de la rue, mais également Ecobank. Voilà quelques grandes banques qui, historiquement, se sont installées ici à Lomé, créant ainsi une forme d'écosystème qui peut même emmener à considérer et à dire que c'est un clin d'œil, que ici à Lomé, nous créons une espèce de city de la finance africaine ou en tout état de cause ouest africaine. La FIS 2022, c'est la réunion ici à Lomé pendant quelques jours de toutes les banques, toutes les grandes banques, tous les acteurs de l'économie et de la finance internationale, africaine et internationale, de tous les partenaires techniques et financiers pour discuter de deux choses essentielles. La première, c'est comment faire plus. Comment faire plus pour financer notre développement? Comment faire plus, c'est regarder les questions de taille de bilan, de niveau des fonds propres. Quelle est la couche de fonds propres que nous mettons pour faire face à d'éventuels défauts et pour nous permettre de faire plus? Comment est-ce que nous utilisons l'innovation financière, par exemple, pour nous permettre de faire plus? Une fois de plus, c'est une question de volume et une question de moyens. Le deuxième point est technique, voire technologique. Comment utiliser la technologie, les techniques modernes, notamment de communication, pour faire en sorte que notre développement soit plus inclusif? L'inclusion de l'ensemble de nos populations, y compris dans les secteurs les plus reculés. Comment atteindre nos populations qui sont dans l'informel, mais que nous devons intégrer dans notre développement. Le développement de la finance ne doit pas être un développement exclusivement technique, mais il doit être absolument inclusif. Voilà quelques-uns, semble-t-il, des objectifs que la FIS 2022 s'est assignée, et la BOAD est tout à fait honorée d'y participer. Économie encore, et cette question, quelles sont les opportunités à saisir sur les marchés de la ZLECAf ou encore de l'AGOA? Eh bien, les commerçants togolais ne sont pas toujours très bien informés. Alors, le ministère du Commerce passe à l'explication. Carmen Magé à Capou. Au Togo, les importations dépassent largement les exportations. Entre 2016 et 2021, la part du Togo dans les exportations mondiales a représenté 0,01%. La balance commerciale est donc déficitaire. Et pour l'équilibrer, les opérateurs économiques doivent savoir jouer sur toutes les opportunités qui s'offrent à eux, la ZLECAf et l'AGOA entre autres. Ces échanges de Thiévier leur présentent justement les accords et lois ratifiés par le pays pour développer son commerce. Chaque accord contient des opportunités, des facilitations. Et nous avons également le volume 2 de l'accès au marché en franchise, sans contingent et les règles d'origine, qui contiennent beaucoup de facilités aux opérateurs économiques qu'ils ne connaissent pas. Pour quels produits et à quel niveau on peut exporter sans droit de douane et vers quel pays tel produit ou tel article peut aller sans
payer les droits de douane qui grèvent les prix et donc qui amènent nos produits à ne pas être compétitifs sur le marché international. La croissance des exportations préoccupe depuis plus d'une décennie le gouvernement togolais. Les plus hautes autorités veulent développer un système commercial performant capable de contribuer à la réduction de la pauvreté à l'horizon 2030. La rencontre de Thiévier servira à mettre en place un cadre de concertation et d'échange entre les acteurs. La suite et les échos du palais avec cette audience accordée par le chef de l'État à une délégation béninoise, une délégation conduite par le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi. Les précisions avec Ramdan Bassina. Le président de la République, Faure Essozemna Gnassingbé, a reçu ce 24 novembre 2022 une délégation ministérielle béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi. La délégation a eu des entretiens avec le chef de l'État sur les mécanismes de renforcement de la coopération entre le Togo et le Bénin, notamment dans les domaines diplomatiques, sécuritaires et économiques. Les discussions ont également porté sur l'intégration sous-régionale, les questions de paix et de sécurité et la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire. Le Togo et le Bénin unissent leurs efforts pour entretenir des relations de bon voisinage et lutter contre l'extrémisme violent et les menaces sécuritaires. Et en seconde audience, le président Faure Gnassingbé a reçu également ce matin une délégation du groupe Ecobank International. La délégation conduite par le président du conseil d'administration est allée témoigner au président togolais de toutes les facilités dont bénéficie le groupe depuis son installation au Togo en 1988. Les facilités qui lui permettent de jouer un rôle pivot d'institution financière de la sous-région. Il a présenté à cette occasion le nouveau directeur général qui va prendre désormais les rênes du groupe. Les propos du président du conseil d'administration à la sortie de cette audience, propos recueillis par Issaka Harouna. Le chef de l'État nous a donné l'honneur de nous recevoir aujourd'hui, en fait essentiellement pour la présentation du prochain CEO d'Ecobank, du groupe. Et aussi justement avoir l'occasion de discuter justement de l'état actuel justement de l'économie du pays et de la région. Donc on a abordé plusieurs sujets, notamment justement la volonté d'avoir une relation continue et importante avec le Togo qui a été notre pays d'accueil, n'est-ce pas, du point de vue de notre branche du groupe. Donc voilà quoi. Donc on a eu cette occasion de discuter, de porter l'espoir d'avoir justement des relations continues, n'est-ce pas, et fructives, n'est-ce pas, entre notre banque servant justement d'intermédiaire dans l'économie justement de la région et surtout du pays, quoi. Ecobank est au Togo depuis environ 40 ans. Et donc c'est un pays, c'est là où se trouve notre siège social. Donc en fait l'essentiel de notre management et on valorise, on est vraiment très content de cette relation à long terme que l'on a avec le pays. Et plus que jamais on voudrait justement continuer à jouer ce rôle d'apporteur de capital et parfois aussi de conseil justement pour cette économie qui justement se porte plutôt bien, n'est-ce pas, au regard justement de tout ce qui se passe dans la région, quoi. Et pour cela, nous remercions justement le gouvernement, n'est-ce pas, de cet accueil et de ce support qu'il nous apporte, n'est-ce pas, dans l'exercice de notre fonction d'intermédiaire justement de capital dans les économies de la région et du pays aussi, quoi. L'actualité, c'est aussi ce message pour les femmes, surtout pour les jeunes filles dans nos écoles. Et faites-vous palper les seins. Une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Objectif, détecter le mal le plus tôt pour mieux le soigner. Edwige Atapa Bassabi avec Elie Aguanyadao. Plus de 600 élèves du lycée de Tokoin sont ici sensibilisés sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Initiée par l'association Femmes sans cancer, cette dernière veut amener ses élèves à pratiquer les 12 gestes pour détecter les symptômes du mal. Premièrement, elles nous ont parlé du cancer du sein. Elles ont dit qu'il y a certaines méthodes qu'il faut utiliser pour savoir si on a des bouts dans des seins ou pas. On a eu une fiche et ça nous a montré des différentes représentations de citrons qui représentent nos seins. Et on a vu comment savoir si nous avons des boules dans nos seins. Et pour le col de l'utérus, la femme a parlé d'une vaccination qui s'élève à un coût d'à peu près 18 000, qu'on doit faire 3 fois.
3 mois. Et pour faire cette vaccination, il faut qu'on soit vierge et avant 5 ans pour savoir si vraiment est-ce qu'on a le cancer du col de l'utérus. Chaque année, l'association Femmes sans cancer accentue la sensibilisation sur tout le territoire pour un dépistage précoce. L'association Femmes sans cancer ne s'arrête pas sur le mois rose. Donc on a continué à sensibiliser, la sensibilisation de nos enfants, de se prendre leur sein en compte et le col de l'utérus. Je crois que c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui au lycée, comme on a été au lycée Cara 1 et on a fait lycée de février la semaine dernière et c'est ça qui nous a amenés à être dans l'enceinte du lycée Tico. Zipaigo, c'est une ONG américaine qui soutient la population dans la planification familiale et tout ce qui concerne la santé de la reproduction, donc les enfants et les mamans. C'est ce qui en fait nous a motivés à pouvoir soutenir cette campagne de sensibilisation du cancer de sein. 3000 femmes chaque année sont atteintes du cancer du sein, faute de dépistage précoce. Elles succombent. Pour l'association Femmes sans cancer, il faut les sortir de l'ignorance et donc sauver des vies. Santé encore, Covid, Ebola, grippe aviaire, bien le risque d'épidémie n'est plus à démontrer. La question aujourd'hui, c'est comment communiquer autour de ces maladies. Les pays de la CEDEAO viennent d'échanger justement sur la question. Les discussions ont duré 3 jours à Lomé. Les conclusions avec Elie Abouanyandao. 3 jours pour ces délégués venus des 15 pays de la CEDEAO, membres de l'OAS, pour revisiter les termes de communication face aux catastrophes et épidémies dans la sous-région. Les participants ont évalué le niveau de la mise en œuvre de la communication dans les États membres et identifié les solutions qui s'imposent. Nous avons identifié 5 piliers. Premièrement, le renforcement de la communication de risque et ce pour couvrir tous les 15 États membres. Ensuite, nous nous sommes aussi appesantis sur la communication de masse et la communication à l'interne des États membres. Autre chose, nous avons aussi abordé sous forme de pilier, 3e pilier, donc la gestion de l'infoderme, c'est-à-dire des fake news. Et 4e, nous nous sommes aussi penchés sur la question de l'engagement communautaire. Comment amener les leaders politiques, amener les partenaires, CDC Afrique, l'OAS et d'autres partenaires à pouvoir nous appuyer dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire et amener les pays à mener sur le terrain le travail qui leur est demandé, ce qui est fait au niveau régional et le faire au niveau national. La maladie d'Ebola dans la sous-région a touché presque tous les secteurs du domaine de la santé. Pour éviter ces situations avec ces lourdes conséquences, il est souhaité que chaque pays ait des outils nécessaires pour y faire face. Nous parlons des épidémies. Et les épidémies n'épargnent personne. Ça va nous permettre désormais de minimiser un tant soit peu les infodémies que on a connues récemment. Quand on parle de communication, les responsables qui sont là pour le faire maîtrisent désormais tous les rouages et les indicateurs de ces communications-là pour pouvoir mieux les apprécier et savoir la réceptivité au niveau de la population et au cœur des populations. Plusieurs actions sont en vue pour une meilleure gestion des risques dans la sous-région. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un centre régional de contrôle, de surveillance d'alerte précoce et d'intervention rapide et d'une institution de santé publique dans tous les États membres. Il est 20h19 à l'étranger, en Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus sur le retour de Charles Blé Goudé à Abidjan, définitivement acquitté l'année dernière par la Cour pénale internationale. L'ex-leader des jeunes patriotes rentre ce samedi à Abidjan. Un retour sobre selon ses proches, un retour apaisé, et je cite encore, utile pour la réconciliation nationale. Et c'est ce qu'a promis le président de son comité d'accueil. Tension entre la RDC et le Rwanda, je vous l'annonçais en titre, un accord de cessez-le-feu entre en vigueur dès demain, vendredi, entre les deux pays. L'annonce a été faite hier soir par le ministre angolais des Affaires étrangères et c'est à l'issue d'un mini-sommet à Luanda. En
Un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu immédiat dès vendredi à 18h dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue d'un mini-sommet à Luanda mercredi, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères. Le président congolais Félix Tshisekedi y était notamment réuni avec Vincent Biruta, le ministre rwandais des Affaires étrangères, en l'absence du président Paul Kagame, pour tenter de mettre fin aux tensions dans l'est de la RDC. Un cessez-le-feu avait été conclu en juillet dernier, mais l'accord entre les chefs d'État des deux pays voisins avait été immédiatement violé sur le terrain. Et voilà des armes qui devront se taire dès demain vendredi à Goma, en République démocratique du Congo. Au Togo, là nous sommes de retour chez nous, on parle d'armes légères. Et c'est à la faveur d'une rencontre régionale de la commission de la CEDEAO, armes légères et de petit calibre en possession des civils. Les précisions de Tchazim Nabaga. Le souvenir de cette tragédie reste encore vivace dans la mémoire collective des Togolais. Partis en renfort à leurs frères d'armes qui essuyaient des tirs des djihadistes à Kwekwakanzi dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, cette unité d'élite des forces de défense et de sécurité de l'opération Kunjouare a buté sur un engin explosif improvisé qui n'a laissé aucune chance à ses membres. Bilan, 8 morts et 13 blessés. Le même dispositif est régulièrement utilisé par les terroristes qui sèment mort et désolation dans la sous-région ouest africaine. Comment lutter efficacement contre l'usage de cet engin de la mort? La question est au menu de ces assises. Aujourd'hui, fabriquer ces engins-là sont faciles et même vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux, comment fabriquer une bombe. Et il faut maintenant que la convention de la CEDEAO soit mise en œuvre, c'est-à-dire qu'avant que la poudre que les miniers utilisent pour faire des explosions des roches, etc., il faut que les États comprennent que cet élément-là fait partie justement des exceptions au niveau de la Convention. Et donc, il faut demander une autorisation pour qu'elle entre dans le pays. Et donc, il faudrait aussi qu'on en parle pour voir quels sont les garde-fous et surtout quelles sont les lois qu'il faut mettre en place pour pouvoir arrêter ce fléau-là. Le courtage et la possession d'armes par les civils est l'autre sujet phare abordé. Le phénomène touche l'ensemble des pays de la CEDEAO, en particulier le Mali, qui en plus des attaques terroristes, doit faire face aux conflits intercommunautaires dus aux armes détenues par les populations. C'est parce qu'à un moment donné, l'État était absent, les populations ont assuré leur propre sécurité, que ce phénomène de conflits intercommunautaires ou des idéologies d'autodétermination se sont développées. Donc nous décidons de ne pas accepter à ce que les populations continuent de détenir les armes pour assurer leur propre sécurité. Donc c'est pas de sensibilisation. Nous abordons ces populations-là, nous leur expliquons les biens fondés de tout ce qui est législation concernant les armes autour des armes et également les inviter à aller vers un dépôt volontaire des armes. Mais le dépôt volontaire est suivi de ce qu'on appelle la réalisation ou la mise à leur disposition de tous ces projets communautaires. Les expériences du Mali, comme ceux de chacun des 15 États membres de la CEDEAO, vont être partagées. Enjeu, harmoniser les meilleures pratiques et renforcer les législations nationales en conformité avec les normes régionales. La présente réunion régionale de coordination des commissions nationales sur les armes légères et de petit calibre dans les États membres de la CEDEAO au Togo est un rendez-vous de donner et de recevoir qui nous permettra certainement d'apprendre des uns et des autres en matière de lutte contre les fléaux des armes légères et de petit calibre. C'est pourquoi les efforts dans la lutte contre leur prolifération doivent être perçus comme une contribution à la consolidation de la paix, tant au plan local, régional que mondial, car le droit à la vie et le droit de vivre librement et dignement sont des droits auxquels tous les États adhèrent dans diverses instances. Plus qu'une adhésion, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre est une priorité au Togo. Elle est inscrite dans l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 relatif au renforcement de l'inclusion, de l'harmonie sociale et de la consolidation de la paix. Bien que secoué par moments, le Togo, pour sa part, grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité, s'emploie à travers ces dispositifs opérationnels de prévention et de développement à contrer la menace terroriste sur son sol.
C'est le lieu de rendre hommage au chef de l'État pour sa politique d'anticipation et de sa vision holistique sur les questions sécuritaires et qui permet à notre pays d'être moins touché par les velléités terroristes. C'est pourquoi il nous semble nécessaire de faire en sorte que nos pays prennent des mesures idoines afin d'améliorer les capacités d'intervention des forces régulières et de veiller à un meilleur contrôle du trafic illicite des armes légères et de petit calibre, ainsi que de leurs munitions. Cette rencontre annuelle de coordination des commissions nationales sur les armes légères et de petit calibre de la CEDEAO bénéficie de l'appui conjoint du gouvernement allemand et de l'Union européenne à travers le projet Criminalité organisée, réponse ouest-africaine au trafic illégal, OCWART. Élus ont pris fonction les nouveaux délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Leur mission leur a été rappelée hier lors d'un dîner par le ministre Robert Doucet. Sandra Boucher, Christine Péché-Kialoulé. Un dîner pour resserrer les liens de fraternité et faire face aux enjeux. Et ce toast porté par les 48 nouveaux délégués pays en honneur au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est signe d'un nouveau départ. Le ministre des Affaires étrangères peut compter sur eux. La diaspora togolaise que vous représentez dans chacune de vos juridictions est pour nous une diaspora très dynamique. Vous êtes non seulement togolaises et togolais de la diaspora, mais vous représentez au-delà du Togo tout le continent africain. Donc je voudrais vous féliciter pour votre élection et vous dire que le gouvernement est disposé à toujours travailler avec vous. Au-delà du cocktail dînatoire, c'est bien un canal pour ragaillardir les délégués à bien entamer la nouvelle mandature. Ce que nous voulons, c'est que vous ayez des projets pour les compatriotes avec qui vous vivez, et si vous avez des projets ou des projets pour le Togo. Ça, c'est très important, il faudrait le retenir. C'est quand les projets sont retenus par la direction des Togolais de l'extérieur ou par le guichet diaspora, alors nous, à notre niveau, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour le faire. Mais il y a un soutien du gouvernement et il y a un soutien des partenaires. Alors nous soumettons le projet soit au ministère des Finances ou soit à des partenaires et le projet est financé. Les 48 nouveaux délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur ont un mandat de 3 ans. Ils entreront en fonction en décembre. Et ce rendez-vous à noter, je vous l'annonçais aussi au sommaire, depuis ce jeudi et ce jusqu'au 16 décembre prochain. Dokoku, cinéaste togolais, photographe d'art, expose ses œuvres à la bibliothèque de l'Université de Lomé. Des images qui racontent l'histoire du Togo colonial avec à la clé ce message, réconcilier les mémoires. Le récit, Marie-Thérèse Nabédé avec Antoinette Omovovo. Des images qui retracent l'histoire du Togo à l'époque coloniale. Une exposition du cinéaste Jacques Dokoku, passionné de la photographie. Sur cette photo, il compare 2 images, celle du WAF allemand en 1912 et celle du même WAF 16 ans plus tard sous la colonisation française. Le bien fondé, c'est la préservation de notre mémoire. Et dans notre mémoire, pour le Togo, nous avons la mémoire coloniale. Donc moi, mon travail d'abord, c'est de parler de notre mémoire. Avant la colonisation allemande, le Togo n'existait pas. Donc s'il faut commencer par parler du Togo, c'est à partir du protectorat avec Nachingal et ce certain roi Mapla. Donc pour moi, je voulais réécrire cette histoire-là à travers la photo. J'apprécie beaucoup son approche à redécouvrir l'histoire du Togo par des images dans une manière artificielle, mais aussi toujours liée à une question de l'individu, c'est-à-dire confronter ou raconter des histoires. C'est avec des méthodes très diverses, mais toujours créatives. Les œuvres parlent d'elles-mêmes et ce sont les plus jeunes qui apprennent davantage sur le passé colonial du Togo à travers ces clichés. L'idée de pérenniser
les anciennes images, les anciennes photos pour nous retracer un peu l'ancienne histoire. Nous, on a été vraiment émus. Jacques Dokokou a découvert sa passion pour la photographie à l'âge de 12 ans en 1961, année à laquelle lui fut offert son premier appareil photographique. En 1972, il participa au premier festival amateur organisé par le Centre culturel français, actuel Institut français du Togo. En 1975, il réalisera son premier moyen-métrage intitulé Kwami, ou l'exode malversé. Enfin, sport football de la Coupe du Monde au Qatar, journée pas très heureuse pour les deux derniers pays du continent à entrer en compétition. Le Cameroun battu 1-0 par la Suisse, le Ghana dominé sur le fil par le Portugal 3-2. Aucune victoire africaine pour l'instant à cette Coupe du Monde. Ce communiqué, avant de refermer cette édition du soir, communiqué de la HAC, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication rappelle aux promoteurs des sociétés de presse et des professionnels des médias que la deuxième session ordinaire de l'année 2022 se tiendra du 14 au 17 décembre 2022. Cette dernière session de l'année sera prioritairement consacrée à l'examen des dossiers de demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de presse, de création de sociétés de presse écrites, ainsi que des dossiers de création et d'exploitation des sociétés de presse en ligne, en mode écrit et audiovisuel. À cet effet, le président de la HAC invite les personnes ou sociétés intéressées à procéder au dépôt de leur dossier conforme aux modalités afférentes à chaque demande au secrétariat général de la HAC tous les jours ouvrables de 8h à 12h et de 15h à 17h. La date limite de réception des dossiers est fixée au vendredi 25 novembre 2022 à 17h. Passé ce délai, aucun dossier ne sera reçu. Pour toute information complémentaire, consultez le site internet www.hactogo.tg. Communiqué signé donc du président de la HAC. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise et précisément de Ewo ou encore à Titinda, à Kara. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.